Bonsoir à tous. Kouékoué, parce que ce soir, on a des amis à Tikamek également dans la salle. Alors, salutations à vous tous. On a beaucoup de gens dans la salle ce soir. Bonsoir aux gens de la télé communautaire. Également, c'est important. Également à nos journalistes. Donc, Mme Tremblay, M. Scarpino, M. Mercier. Et je crois qu'on a une journaliste aussi de Radio-Canada. Alors, juste peut-être un rappel en ce qui a trait aux mesures sanitaires. Ce que je vous demanderais, c'est si vous vous déplacez dans la salle, question d'aller aux toilettes ou à l'extérieur, ou parler durant la pause à un confrère, consoeur, peu importe, juste de porter le masque, s'il vous plaît. Alors, je pense que ça serait énormément important. Alors, également, en ce qui a trait à la période de questions, on a pris une habitude avec la COVID et les assemblées en télétravail, comme on peut dire, et on a gardé ces bonnes habitudes-là. Donc, si vous avez des questions, parce que l'assemblée est en deux parties, une assemblée d'abord d'Adlo, donc avec les maires des villes locales, mais également aussi, on va avoir l'assemblée de ville de la Tuque. Donc, c'est le même numéro. Vous pouvez appeler à InfoService, c'est le 819-676-5091. Et vous pouvez aussi envoyer un courriel, donc à conseil@ville.latuc.qc.ca. Alors, c'est pour vos questions. Vos questions sont les bienvenues. Et à la ligne téléphonique, il y a un employé qui va vous répondre, prendre vos questions, diriger vers Mme Landlais, et Mme Landlais, à la période des questions, va nous faire le suivi. Alors, on débute. Assemblée ordinaire du Conseil d'Adlo, ce 15 septembre 2020 à 18h30. Donc, on va y aller avec l'ordre du jour. Les gens en ont une copie, donc je vais éviter d'en faire la lecture. C'est proposé par... des ajouts. Y a-t-il quelqu'un qui propose l'Assemblée? Sylvain. Monsieur Sylvain. J'appuie avec l'ajout. Un ajout? Oui. Juste avant qu'on procède à l'adoption de l'ordre du jour, je vais te laisser, M. Greffier, vous faire l'ajout. Oui. Donc, il y aura un ajout, Monsieur le Président, l'item numéro 9, qui est un appui au projet GNL qui nous provient d'Énergie Saguenay. Donc, c'est le seul ajout à l'ordre du jour concernant le conseil d'agglomération de ce soir. Il faut s'habituer, on a les applaudissements du train. Ça sera pas long. C'est signe que notre économie reprend parce qu'on l'a manqué beaucoup, le train. M. Chagnon, qu'est-ce que vous en pensez? C'est important de voir le train de ce temps-ci. En même temps, on fait rien. Moi, le train, là. Bon. Alors, on y va avec l'ajout est fait. L'ajout est fait. Donc, appui au projet GNL Énergie Saguenay. Donc, ça me prendra un proposeur secondaire. Michel, je t'ai entendu proposer. Oui. Et c'est également secondé par... Second. C'est Luc Martel. Monsieur Martel. Alors, adoption au point 3 du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 21 juillet 2020. Est-ce qu'on a, Monsieur le greffier, des modifications, ajouts, corrections? Non, aucune modification apportée à mon niveau concernant le procès-verbal du 21 juillet dernier. OK. Alors, on va passer au point B, suivi au procès-verbal. En fait, peut-être... l'adopter. Larry Bernier propose. On n'a pas fini, Larry. Je vais y venir après le suivi. Je vais y venir après le suivi. Alors, on avait à la dernière Assemblée discuté des problématiques avec Hydro-Québec en ce qui a trait apparent sur les pannes de courant qui étaient rendues de façon, on pourrait dire, permanente. Donc, je vous rappelle, on avait eu des pannes le 1er juillet, 17 et 18 juillet, des pannes de plus de 19, 20 heures et 15 heures. Alors, suite à ces coupures d'électricité-là, il y a un comité qui a été mis en place entre Ville de la Tuque, bien sûr, et un groupe d'Hydro-Québec. Hydro-Québec s'est rendu apparent pour valider, bien sûr, toute la question des besoins. On le sait, on a une scierie là-bas qui fonctionne à plein, mais on a aussi 350 résidents, un CLSC, des dépanneurs. En tout cas, c'est une vie de petit village, bien que ce soit un quartier de Ville de la Tuque, que je rappelle, à 200 km au nord-ouest de Ville de la Tuque.
Donc, ce qui était demandé suite à ces pannes-là, et compte tenu qu'on a une problématique avec la ligne de transport entre la véranderie et Parent, donc c'est une ligne qui est vraiment qui tombe en ruine, en morceaux. On a fait en long et en large état de cette ligne-là qui nécessite des travaux d'importance, qui est en bois mais qui va passer en métal. Alors, le comité qui a été mis sur pied a rendu visite, comme je vous le disais, pour faire un inventaire des besoins. Et suite à ça, il va y avoir déjà des pannes d'annoncer très bientôt, des pannes qui vont être planifiées, qu'on appelle. Alors, là où on est sécurisé, c'est que lorsque ces pannes-là vont être planifiées, il va y avoir une génératrice ou un groupe électrogène qui va fonctionner et qui va bien sûr desservir tous les services de la ville. Alors déjà, il y a une panne de planifiée en septembre, fin septembre, et déjà Hydro-Québec a pris les mesures, d'ailleurs a fait un médiaphone aux gens, donc il y a un appel téléphonique qui se crée dans chacun des foyers là-bas, et les gens sont avisés de la panne, et on a été avisés de notre côté, puisqu'on siège sur le comité Hydro-Québec, qu'il va y avoir un groupe électrogène qui va desservir les besoins de la population. Donc, c'était très important, c'est quelque chose que M. Chagnon, conseiller municipal à Parent, demandait. On avait eu des problèmes en 2018, on avait été raccordés. Maintenant, on a eu les problèmes de cet été compte tenu du fait que la COVID n'ayant pas aidé, avait en fait peut-être créé des problèmes puisqu'il y avait moins de maintenance, qu'on pourrait dire, au niveau de cette ligne-là. Donc, c'est des bonnes nouvelles pour nous. Le fait que les gens de Parent, on le confirme, là, puissent se sentir sécurisés. Également, pour l'instant, les autres points, je vais les aborder au niveau des points plus particuliers au niveau des commentaires du maire dans la section, je vous dirais, là, 11 de la présente ordre du jour. Alors, ça me prendrait un proposeur, bien sûr, pour l'adoption du procès-verbal et un secondeur. Donc, j'ai compris M. Bernier. Oui. Secondé par M. Chagnon. M. Chagnon. Alors, on y va au point 4, correspondance et information. M. le greffier. Donc, la première correspondance, c'est une remise d'un certificat d'un mérite à M. Anthony Bégin, qui s'est démarqué lors d'une situation. On laisserait le capitaine directeur service incendie de faire le petit laïus par rapport à cette remise de certificat. Tu peux t'approcher, t'es proche, Serge. Juste à décliner ton nom, ta fonction, s'il vous plaît, pour la TV. C'est bien important. Pas dire capitaine, mais directeur. Directeur. Il était démotivé. Pour faire un petit peu un résumé de la situation, dans la nuit du 13 juillet, Anthony revenait chez lui vers 2h30 du matin. Et à l'arrivée à sa résidence, il voit des lueurs et des crépitements à l'arrière de sa maison. Tout ça pour s'apercevoir qu'il y a vraiment le feu fait rage au 2e étage. Et sans plus tarder, Anthony, il court pour rentrer à l'intérieur, passe sous les flammes pour aller chercher ses parents et les aviser qu'il faut sortir au plus vite parce que le feu fait rage. N'eût été de l'intervention d'Anthony, ça aurait créé sûrement une situation beaucoup plus dramatique. L'appel aux pompiers a été fait rapidement et les minutes, et pour ne pas dire les secondes, sont importantes dans ces situations-là. Et nous, on a un appel pour un incendie de bâtiment confirmé avec une possibilité qui est confirmée d'un sauvetage au 2e étage. Et à l'arrivée du camion, ça s'est fait très rapide. Les pompiers ont déployé une échelle et ont réussi à sortir in extremis le locataire d'en haut. Qui avait le feu direct dans son dos. Il menaçait même de se jeter par la fenêtre. Quand on dit que les minutes, pour ne pas dire les secondes, sont importantes, on en a un très bon exemple. Puis, n'eût été de l'intervention et du courage d'Anthony, comme je le dis, probablement que le dénouement de cette intervention-là aurait pu être différent. C'est pourquoi que ce soir, on voulait souligner cette intervention-là au niveau d'un jeune qui a fait une bonne action puis que ça ne devait pas passer sous silence. Merci, M. Buisson. Alors, juste avant de vous présenter M. Jensen,
Je vais vous lire ce que contient le certificat de mérite qui provient du Conseil de Ville de Latuc et également du Conseil d'agglomération de Latuc. Donc, nous sommes fiers de rendre hommage aux citoyens qui se démarquent par leur excellence, contribuant ainsi à faire rayonner le milieu latucois bien au-delà de ses frontières. Donc, un hommage est rendu à M. Anthony Bégin pour avoir fait preuve de vigilance et de courage en organisant l'évacuation des citoyens vivant dans un immeuble situé au 475 rue Saint-Joseph à Latuc lors de l'incendie du 13 juillet 2020. Alors, nous sommes fiers de remettre ce certificat. Je vais le montrer également et je vais inviter M. Jensen et le directeur, M. Anthony Bégin, oui. Je dis M. Jensen, je ne sais pas pourquoi, là, mais c'est Anthony Bégin. Alors, je vais t'inviter, Serge, pour la photo d'usage. On va en profiter aussi pour lui remettre l'épinglette du service de sécurité incendie, chose qui n'est pas donnée à n'importe qui d'habituel. André, pour les fins de la télé. Oui, vous pouvez l'applaudir. Merci. Alors, on continue. Correspondance et information, M. le greffier, avec le point B. Correspondance du ministère des Transports du Québec. Versement d'un montant de 10 000 pour la réalisation d'une étude de besoin de faisabilité en transport collectif régional. Oui, donc c'est une correspondance qui est datée du 27 juillet dernier, adressée au maire de Ville-Latuc, M. Pierre-David Tremblay. C'est signé par le ministre, M. François Bonnardel, ministre des Transports. Donc, c'est une correspondance. J'ai pris connaissance de votre lettre dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif volet 2, transport collectif régional visant le transport collectif rural. J'accorde à l'agglomération de Latuc la somme de 10 000 pour la réalisation d'une étude de besoins et de faisabilité en transport collectif régional. Vous trouverez en annexe un document présentant les particularités de cette aide. Donc, c'est un montant de 10 000 qui est pour une étude qui est déjà en cours, qui est réalisée par la Corporation de transport adapté et collectif Autonobus, qu'on connaît, qui est sur notre territoire, qui dessert justement toute la population en transport adapté et collectif. Eux, ils vont réaliser une étude concernant les besoins et des faisabilités en transport collectif régional pour améliorer justement et bonifier éventuellement le transport sur le territoire de l'agglomération de Latuc. Donc, c'est une étude qui totalise un coût de 12 000 et on a une aide financière pour 10 000 pour la réaliser. Elle va être connue au hiver 2021 ou peut-être, si on est chanceux, cet automne. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Oui. Au point C, correspondance du ministère des Transports du Québec, aide financière de 50 des pertes de recettes tarifaires en vertu du programme d'aide d'urgence au transport collectif. Oui. Donc, c'est une correspondance qui est datée du 25 août dernier, signée par la directrice générale Marzena Jarek, qui est au niveau de la Direction générale des programmes d'aide au niveau du ministère des Transports. Donc, dans le cadre du programme d'aide d'urgence au transport collectif des personnes, le ministère des Transports accorde une aide financière maximale correspondant à 50 des pertes de recettes tarifaires provenant des usagers encourues entre le 1er avril 2020 et le 31 décembre 2020 aux organismes admissibles en vertu des modalités du programme. Donc, vous trouverez ci-joint les conditions qui sont reliées au dit programme. Donc, c'est un programme d'aide financière qui est lié directement aux pertes financières dues à la COVID-19 qu'on a connues printemps-été et qu'on connaît encore actuellement. Donc, s'il y aurait des pertes financières au niveau de l'organisme qui est Transport adapté Autonobus, à ce moment-là, il serait admissible un remboursement à la hauteur de 50 qui serait payé par Québec. Des bonnes nouvelles. Toujours le temps des bonnes nouvelles. Alors, on y va en C, ministère des Transports du Québec, aide financière de 98 700 pour le maintien du service de transport intermunicipal de Latuc à Trois-Rivières. Donc, c'est encore une bonne nouvelle dans la même lignée, ce qui concerne le transport collectif et adapté. C'est une correspondance qui est datée du 24 août dernier, signée par le ministre M. François Bonnardel, ministre des Transports.
Et c'est une correspondance qui est adressée au maire de la ville de La Tuque, M. Pierre-David Tremblay. J'ai pris connaissance de votre demande dans le cadre du programme d'aide au développement du transport collectif volet 2, visant le transport collectif régional. J'accorde à l'agglomération de La Tuque la somme de 98 700 $ pour maintenir le service de transport interurbain par autobus reliant la ville de La Tuque et de Trois-Rivières. Donc, c'est notre transport interrégional qui fait la navette entre La Tuque et la ville de Shawinigan, Saint-Roch, ville de Trois-Rivières, pour justement desservir notre population. C'est un service qui est très utilisé. Il faut juste préciser que la subvention de 98 700, ça vient payer, c'est 2019. C'est de l'aide financière qui avait été demandée en 2019, payée en 2020. Alors, je ne vous cacherai pas que c'est très important, le transport intermunicipal, au même titre que les autres services de transport. On a une participation aussi, Marco, de la ville de Trois-Rivières également, là, Shawinigan aussi, je pense. C'est ça. Pour ce qui est de l'année 2019, on avait une aide financière de la ville de Shawinigan de 13 000 $ dans ce projet-là. Pour 2020, on a fait une demande d'aide financière auprès autant de la ville de Shawinigan, la MRC de Mekinac et la ville de Trois-Rivières. À date, on a déjà la ville de Shawinigan qui ont confirmé leur participation au projet. Alors, ça complète la correspondance et informations. Point 5, proclamation de la Semaine des bibliothèques publiques du 17 au 24 octobre 2020. Oui, attendu que les bibliothèques publiques du Québec s'unissent afin de promouvoir et de faire connaître les services qu'elles offrent, attendu l'importance et la diversité des missions de la bibliothèque publique auprès de la population, attendu que la bibliothèque publique est un lieu privilégié pour accéder à l'information et à la connaissance, attendu que la bibliothèque publique est un équipement culturel essentiel dans une municipalité et qu'elle est l'instrument de base du développement culturel des citoyens. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération proclame la semaine du 27 au 24 octobre prochain, semaine des bibliothèques publiques 2020 dans l'agglomération de La Tuque. Alors, c'est une demande d'appui. J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer René Mercure. M. Mercure est secondé par Michel Sylvain. M. Sylvain. Alors, point 6, un autre appui à l'Association des groupes de ressources techniques du Québec demande au gouvernement du Québec d'une programmation accès logis. Oui. Attendu la demande de résolution d'appui de l'Association des groupes de ressources techniques du Québec en date du 25 août dernier, attendu que 305 590 ménages au Québec ont besoin de logements adéquats et abordables, attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l'offre actuelle de logements, attendu que la relance de l'économie québécoise passe définitivement par la construction de logements sociaux et communautaires, attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d'atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées économiques importantes, attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d'habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération appuie l'Association des groupes de ressources techniques du Québec et demande au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique et que copie de la présente résolution soit transmise à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, ainsi qu'au président du Conseil du Trésor, M. Christian Dubé, ainsi qu'au ministre des Finances, M. Éric Girard. C'est bien, c'est clair. Proposé par Je vais le proposer, Jean Duchesneau. M. Duchesneau, secondé par Appuyé. juste à vous nommer, parce que là, je vous ai dans le dos, là. Martel. M. Martel. Alors, point 7, demande d'aide financière au ministère de la Culture et des Communications, appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes. Oui. Attendu que ce conseil désire présenter au ministère de la Culture et des Communications une demande d'aide financière afin d'accroître les collections des bibliothèques publiques autonomes. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération autorise la directrice des finances et trésorière à présenter un projet d'aide financière au nom de l'agglomération de La Tuque au ministère de la Culture et des Communications et que ce conseil d'agglomération confirme que la Ville de La Tuque s'engage à financer le montant total du projet, incluant la part correspondant de la subvention du ministère de la Culture et des Communications relativement au projet intitulé « Acquisition de volumes » dans le cadre de l'appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes.
Bon an, mal an, on reçoit environ 30 000 $ en subvention pour un coût total du projet s'élevant en alentour de 50-52 000 $. Alors, toujours des demandes d'appui. J'ai besoin d'un proposeur secondaire. Je vais le Proposé proposer, par Jean Duchesneau. M. Duchesneau. Et secondé par René Mercure. M. Mercure. Alors, on y va au point 8, autorisation de signature, renouvellement du bail de location au 323 rue Saint-François, soit le local du service de développement économique et forestier, la TUC, des années 2020-2021. Attendu que le bail de location des locaux situé au 323 rue Saint-François, qui sont les services de développement économique et forestier LATUC, qui a été échu depuis le 31 août dernier, attendu qu'il a lieu de renouveler pour une période de 1 an le dit bail. Donc, en conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération autorise le greffier à signer pour nom de Ville de LATUC le renouvellement du bail de location au 323 rue Saint-François, soit où sont situés les locaux du service de développement économique et forestier LATUC, et ce pour une période d'1 an, soit du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, aux mêmes conditions pour la période 2019-2020, soit 2020 $ mensuellement. Alors, c'est proposé par Larry Bernier. M. Bernier, secondé par Michel Secondé. Sylvain. M. Chagnon. Alors, point 9, nous n'avions pas d'ajout. Point 10, ça se... Oui, oui, hein? L'appui à Je général. voulais voir si je t'écoutais. Alors, c'est l'appui au projet GNL Énergie Saguenay. Donc, attendu que dans le cadre du processus d'audience publique du BAP, Énergie Saguenay demande l'appui des instances ministérielles et municipales en faveur du projet GNL, un complexe industriel de liquéfaction de gaz naturel sur le site de Port Saguenay, dans le but d'exporter 11 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, soit les GNL, par an, à partir de sources d'approvisionnement de l'Ouest canadien, attendu que le taux de chômage au Saguenay-Lac-Saint-Jean est le plus élevé depuis 2008 et que la situation avec le prix de l'aluminium et que les surtaxes imposées par les États-Unis créent de l'incertitude et que l'économie mondiale est au ralenti, attendu que cette région a su se développer grâce au secteur de l'aluminium, de la forêt, de l'agriculture et du tourisme, et dans le contexte de la pandémie COVID-19 qui sévit, le Saguenay-Lac-Saint-Jean désire diversifier son économie, attendu que le projet GNL Énergie Saguenay permettra de générer des retombées économiques majeures au Québec à court, moyen et long terme et fera des retombées économiques majeures au Québec à court et moyen long terme également. Pour la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est un levier dans la lutte contre les changements climatiques, tout en favorisant la diversification économique et la création d'emplois de qualité, attendu que l'agglomération de la TUC est favorable au projet GNL Énergie Saguenay. En conséquence, résolu que ce conseil d'agglomération appuie le projet GNL Énergie Saguenay et demande aux deux paliers gouvernementaux de prioriser la relance rapide de l'économie en appuyant de façon claire de grands projets en développement dans les régions Saguenay-Lac-Saint-Jean telles que GNL Québec. Alors, ça me prendra un proposeur, un secondaire. Je vais proposer René Mercure. M. Mercure. Appuyé. M. Martel, peut-être? Oui. Alors, c'est un projet qui est important, dont j'ai fait à plusieurs occasions un petit brin de causette avec vous, autant dans les médias écrits et également les médias, la radio et puis tout le branle-bas là, de cette saga-là, en fait, parce que, vous savez, on n'est pas au bout de ce projet-là, mais je répète que ce projet-là est comme en deux phases, mais c'est deux phases qui sont conditionnelles l'une dans l'autre. Énergie Saguenay, c'est principalement l'usine de liquéfaction au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est une usine qui va amener énormément de travailleurs, mais aussi, il y a son importance pour la région là-bas, c'est un projet de 9,5 milliards. Et dépendamment de ce projet-là, bien, vous aurez compris qu'on est également affecté par ce projet-là, puisque nous desservons 175 kilomètres de
corridor pour ce gaz-là, en fait. Et ça va passer au nord du territoire de l'agglomération de La Tuque. Donc, on a une belle, ici, acceptabilité sociale dans ce projet-là. Et ce corridor-là a environ 680 km. Donc, nous, on en a 175 à l'intérieur de ça. Et comme je vous disais, l'un ne va pas sans l'autre. C'est un projet qui a une ampleur également importante. On parle de 4,5 milliards pour uniquement le corridor entre l'Ontario et l'usine, en fait, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce qui est important de retenir aussi, c'est qu'on a négocié, via un comité local, une possibilité d'environ 10 millions pour l'agglomération de La Tuque. C'est pas peu dire, donc c'est un projet d'une ampleur quand même considérable qu'on n'a pas eu. Encore un projet de cette ampleur-là. Alors, il devient important, autant pour les gens de l'agglomération de La Tuque, qu'il puisse être également pour les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean avec l'usine là-bas. Alors, très prochainement, on sait que les audiences du BAP vont débuter ce mois-ci, vont se produire sur quelques semaines, ne pas dire probablement quelques mois par thématique. Alors, nous déposerons un mémoire en ce sens où on va appuyer, on le fait ce soir par une résolution, mais on va le faire aussi via un mémoire qui sera déposé dans les semaines à venir auquel on vous fera également un suivi. Donc, c'est un projet d'une ampleur considérable pour lequel l'agglomération de La Tuque, moi, les maires qui sont aussi présents, je parle également en leur nom, mais c'est un projet important à caractère économique et pour le développement économique futur, comme je le dis, de l'agglomération également de ville de La Tuque. Alors, ça complète les points, comme on dit, là, à l'ordre du jour. Je vais y aller avec les commentaires du président. D'abord, en mon nom personnel ainsi qu'au nom des membres du conseil municipal, on l'a vu dans les médias cette semaine, nous souhaitons nos plus sincères condoléances à la famille de Mme Aline Chrétien. Donc, je ne ferai pas d'éloge ce soir, d'autres s'en sont occupés, mais c'était une dame très importante. Alors, nos plus sincères condoléances à la famille, proche, amie de Mme Aline Chrétien. De notre côté également, on ne peut passer sous silence la disparition d'un grand Latuquois, soit M. Vincent Spain, donc un homme que je qualifierais d'exception, donc qui nous a quittés la semaine dernière. Donc, en mon nom personnel ainsi qu'au nom du conseil municipal, je souhaite également nos plus sincères condoléances à tous les membres de la famille Spain. Monsieur Spain est né à La Tuque le 27 septembre 1925, donc il aurait eu 95 ans à la fin du mois. Monsieur Spain faisait partie de la colonie ou des gens d'affaires bien connus de La Tuque. Monsieur Spain et son épouse Jacqueline ont redonné énormément à la collectivité, ça je pense que tout le monde s'entend là-dessus, par le biais d'une fondation portant son nom, donc la Fondation Vincent Spain, qui l'ont créée en 1990 et qui est dédiée à la culture. Je le répète, à la culture, c'est important. Donc, ils ont soutenu de nombreux jeunes talents et plusieurs organisations, ce qui a permis à La Tuque de rayonner partout dans la province et même dans d'autres pays du monde. En collaboration avec d'autres Latuquois, M. Vincent Spain a travaillé au développement de La Tuque de plusieurs façons. Et c'est bon de se les rappeler. D'abord, il a participé activement à la création de notre centre de ski alpin. Je pense que c'est important, je te regarde d'Hélène, là, mais M. Spain était un fondateur indirectement là, qui a créé également à l'époque le ski alpin. Il a offert aux jeunes l'opportunité de découvrir le tennis, donc un sport qu'il affectionnait plus particulièrement. Il est aussi l'un de ceux qui a travaillé fort sur le projet des tours de communication qui ont permis d'avoir la télévision à La Tuque également. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Il a fait partie d'un groupe de Latuquois qui ont réclamé et obtenu la route entre La Tuque et Lac-Bouchette. C'est pas peu dire, là. Et il a été membre actif des chambres de commerce de La Tuque et du club Richelieu.
Son implication sociale dans la communauté, qualifiée d'exemplaire, a été récompensée en 2003 lors du gala qu'on appelait à l'époque Volare. En plus du magasin Spain, qui fait partie du centre-ville de La Tuque depuis presque 100 ans. Un magasin qui a été fondé par ses parents en 1921, qui l'a fait prospérer pendant des années avec son frère et qui appartient aujourd'hui à son fils Jean. M. Vincent Spain a aussi été copropriétaire de la radio locale et du journal L'Écho de La Tuque. Ça touche à bien du monde dans cette salle ce soir, là. On a vraiment un bâtisseur. Avec son départ, c'est une page importante de notre histoire latuquoise qui se tourne. C'est pourquoi je tenais à souligner ce soir, à le souligner d'ailleurs ce soir. Merci, M. Spain, pour tout ce que vous avez fait pour La Tuque et d'être une inspiration pour plusieurs d'entre nous. Alors, quelques autres informations en vrac. Il y aura fin des travaux, en fait, au kilomètre 107. Il y aura fin des travaux, c'était attendu. À ma mémoire, il n'y aura pas d'entrave à compter de vendredi. Il va rester des petits travaux, mais la circulation devrait revenir à la normale. Donc, ce sont des bonnes nouvelles. Non seulement la voie d'évitement à Carignan a été complétée, mais aussi la question là, de la courbe et du pont dangereux, ce qu'on appelait le pont qui cogne, ou le kilomètre 107. Donc, ça sera chose du passé. Et vendredi, les entraves devraient être retirées. L'asphalte va être mis à propre et on pourra circuler librement. Également, j'aimerais peut-être vous parler aussi du dossier des premiers répondants versus la desserte ambulancière. Comme vous le savez, c'est un dossier qui est important pour La Tuque et qui a toujours son importance. D'ailleurs, on a formé un comité. Il y a deux choses qui seront suivies par La Tuque. D'abord, comme vous le savez déjà, j'en ai fait long en large, là, l'historique de ce dossier-là qui datait de plus de 15 ans. Donc, on a un nouvel horaire à l'heure et non de faction. Faction, ça veut dire que tu es chez vous puis tu attends les appels. Alors, c'était pas mal moins productif que les horaires à l'heure. D'ailleurs, on m'en parle. Je reçois énormément de commentaires positifs de la population. Sans nommer des gens, un accident tout près d'ici est arrivé, une dame a été frappée. On m'a dit qu'on avait sauvé sa vie. L'ambulance était stationnée chez IGA, fait que vous connaissez les lieux. En l'espace de quelques secondes, on peut intervenir, diriger la femme vers l'hôpital. Alors, ce sont voyez-vous, en très peu de temps, des gestes très significatifs qui protègent la population. Jamais, on dira, c'est autant important d'avoir des gens qui puissent intervenir dans les secondes, les minutes. On l'a vu aujourd'hui par un exemple en sécurité incendie, mais la vie des gens ou la maladie ou les accidents, c'est important d'avoir la desserte ambulancière. Ce qui fait qu'on est dans un projet pilote. Et un membre du service de sécurité incendie, soit son directeur, M. Vizina, et M. Buisson, si ce n'est pas les deux, vont faire partie de ce comité-là, qui va regrouper des gens du CIUS également et d'autres, les répartiteurs des appels et puis des responsables gouvernementaux. Donc, on va suivre de près ce projet pilote-là qui est débuté en août, début août, et qui devrait quelque part se terminer en février. D'un autre côté, bien, vous le savez, avec les premiers répondants, on n'a pas d'entente Ville de La Tuque et le CIUS depuis 2015. Alors, bien qu'on ait fonctionné d'une manière indirecte, je dis bien indirecte, donc ce n'est pas des ententes tacites écrites, mais on se dirige vers là. Donc, apparent, il y a déjà des choses de reconnues au niveau du système apparent, la formation, certification des premiers répondants. Les premiers répondants apparents aussi sont dans une classe à part. En fait, ça n'existe pas là, bien ailleurs au Québec. C'est que compte tenu de la grandeur du territoire et de ses particularités, on voit ça dans le Grand Nord, on voit ça ici. Donc, c'est des PR qu'on appelle élargis. Alors, on est à travailler, là, je vous le dis, on construit des choses qui n'existent pas. Alors, il faut faire preuve de créativité et de conceptualisation pour qu'il y ait un rayon d'action, ces gens-là puissent intervenir.
Alors, avec des équipements aussi appropriés. Donc, il y a un camion qui est en appel d'offres pour répondre à ces besoins-là. On sait que déplacer une ambulance sur les chemins forestiers, c'est pas toujours évident. Ça prend des pneus, ça prend des suspensions, et vous aurez pensé que le camion, il faut qu'il soit en mesure de non pas amener juste une personne, mais d'une à 3 personnes, d'autant plus qu'il faut avoir une section pour les outils de désincarcération, génératrices et tout ce que ça comporte pour faire l'eau sauvetage. Donc, je voulais vous tenir au courant aussi. Il y a Lac-Édouard vers lequel on s'en vient aussi. Les gens du Lac-Édouard ont un système de premiers répondants. Donc, également, on va copier le modèle qu'on négocie ou pour lequel on est en discussion actuellement avec parents pour l'intégrer au Lac-Édouard et aussi avec un crochet pour les gens de la Croche qui dépendent également du service d'incendie de la TUC. Pour ce qui est de la TUC, on n'a pas tellement avancé les travaux, mais là encore, on va voir de quelle façon on va moduler les services de premiers répondants et la desserte ambulatoire. Alors, ou ambulancière si vous aimez mieux. Je vais attendre que le train passe. Où est-ce qu'ils se rencontrent? La Fitzpatrick? C'est eux qui montaient tantôt. Il y a une voie d'évitement quelque part après. Fitzpatrick? Alors, 2 mots pour vous dire également que je n'ai pas eu de retour du gouvernement en ce qui a trait à l'électrification des 4 tours sur la route 155 Nord. Comme vous le savez déjà, il est question d'enfouir la fibre optique à partir de l'intersection du Lac-Édouard jusqu'au lac des Commissaires. Ça desservirait 4 tours pour être capable d'avoir les services d'Internet et aussi de téléphonie cellulaire. Alors, comme on enfouit le fil, ou si vous aimez mieux, ce qu'on appelle la fibre optique, le fil de fibre optique, on voulait y mettre également un fil électrique parce qu'il n'y a pas de technologie qui permette, qu'on parle de panneaux solaires ou d'éoliennes, qui seraient assez gros pour mettre sur la tour, pour être capable de desservir les équipements électriques qui consomment de l'énergie. Donc, ça prend réellement un fil électrique. À défaut, il va falloir marcher avec des génératrices au diesel. Alors, ce qui n'est pas l'idéal aujourd'hui. Donc, c'est malheureux puisque les programmes gouvernementaux, même si je fais des rationalisations à l'intérieur des sommes qui sont dédiées pour ces tours-là, disons que je dégage 500 000, je ne peux pas utiliser ces argents-là pour être capable de mettre le fil électrique en terre. C'est malheureux parce que les travaux sont pratiquement complétés du côté de l'ATUC et l'intersection du Lac-Édouard qui est au kilomètre 150. Là, on monte la fibre à partir de la route vers le village du Lac-Édouard et j'espère que les travaux ne seront pas retardés, d'autant plus que je ne voudrais pas que ça tombe non plus dans l'oubli. On sait jusqu'à quel point le téléphone cellulaire peut être indispensable, on ne va pas dire un service essentiel lorsqu'on se promène sur les routes, ne serait-ce que de faire une crevaison, frapper un chevreuil, ça devient un incident si vous n'êtes pas capable d'avoir les secours. Et pour nous, il est clair, je le répète, la TUC ne veut pas mettre de ses argents, de la taxation des gens là-dedans, puisque c'est des services qui sont dévolus entre régions, c'est des services provinciaux, c'est des services de sécurité civile, de sécurité publique. Alors, je pense que c'est important, avec tout ce qu'on entend des gouvernements, ne serait-ce que fédéral ou provincial, on a beau nous dire qu'on veut, bien sûr, amener l'Internet et bien sûr la téléphonie cellulaire partout en région, mais pour le vivre, ça fait plus d'1 an et demi qu'on demande au gouvernement de nous permettre d'être capable d'aller de l'avant. On a une subvention qui en paye une bonne partie, c'est des coûts de 2,5 millions. Il reste 500 000. On a été capable de passer la facture de 7,75 à 500 000. Alors, c'est ce qui reste et c'est l'effort qu'on demande au gouvernement pour compléter ce dossier-là qui est d'une importance pour Ville de la Tuque. Autre particularité,
Il y a les loups de la TUC. On reçoit beaucoup de commentaires à savoir si les loups vont jouer cette année. Juste pour vous rappeler que c'est une décision qui appartient à la Ligue et au club. De notre côté, il y a des travaux qui ont été faits à partir des responsables du club et de la direction générale. Ce qui a été demandé, c'est l'ajout de chambres supplémentaires pour respecter la COVID. C'est bien ça, M. le directeur général. Alors, ce n'est pas des coûts astronomiques en ce qui a trait à ces choses-là. Ça a été permis par Ville de la Tuque. Donc, il y a eu une acceptation par Ville de la Tuque des demandes qui ont été faites via le Club des loups. Donc, nous sommes en attente des décisions du club et de la Ligue s'il y a activité ou pas cette année. Je ne sais pas si vous voulez compléter, M. Letier. Oui, merci, M. Tremblay. Donc, peut-être juste mentionner, comme vous le mentionnez, c'est l'ajout de chambres là, additionnelles pour respecter les espaces COVID et au niveau des douches. Ce qu'il faut savoir, c'est que le locataire du Colisée, donc dans le contexte, ce serait les loups seniors 3A. Donc, c'est eux qui ont la responsabilité de faire respecter toutes les conditions au niveau de la COVID. Donc, s'il y a de la vente de bière, la même chose à ces aspects-là. Pour nous, au niveau de la ville, ce que ça demande, c'est la désinfection au niveau des douches, les gradins et des chambres additionnelles pour les gens. Donc, comme M. le maire le mentionne, ce n'est pas exorbitant. Le conseil a donné son aval. On est en attente là, de la position des loups et de la Ligue là-dessus. S'il y a un protocole qui rejoint l'ensemble des 6 équipes qui est adopté par la santé publique, bien, on va respecter ce protocole-là dans les 6 clubs. Sinon, bien, c'est chacun négocie là, à leurs endroits. Actuellement, bien, on a un grand Colisée, ça nous permet là, d'avoir la capacité pour recevoir 250 personnes, mais ce n'est pas le cas de tous les clubs dans la Ligue. Donc, on est en attente de leur décision, mais du côté de Ville de la Tuque, c'est un go si le club et la Ligue veulent aller de l'avant. C'est bien. Alors, 2 petits points encore. Il y a le fait aussi que la télé communautaire va prendre fin au début du mois d'octobre. Donc, ça ne dépend pas, bien sûr, de Ville de la Tuque. C'est une décision d'entreprise qui a été prise par, bien sûr, l'entreprise de mettre fin aux activités de la télé communautaire. Il y a des discussions qui ont été entreprises à notre niveau, au niveau du conseil municipal, au niveau de l'ADLO également. Donc, nous sommes à regarder différentes technologies, à moins qu'une autre compagnie viendrait puis installerait un système de télé communautaire, ce que j'en doute plutôt. Donc, si jamais c'était le cas, on va aller vers une technologie qui nous permettra de filmer les assemblées et avec un délai, bien sûr, donc de mettre un lien sur le site de la ville où vous pourrez avoir accès dans les heures ou la journée qui suit aux assemblées du conseil municipal. Alors, on n'a pas terminé l'analyse ou ces faits-là. C'était vraiment quelque chose de très important. On sait qu'on rejoint énormément de gens via la télé communautaire, mais c'est un service qui disparaît. Donc, il faut regarder et mettre en place un nouveau système. Également, j'aimerais remercier André Mercier pendant toutes ces années-là aussi, qui a été derrière cette caméra-là à offrir les services pour la TV. Donc, un grand merci, André, pour ton professionnalisme et pour le fait que, en tout cas, dans les 3 dernières années, c'est toi qui as joué le Télésino national, donc de la TV communautaire. Donc, grand merci à toi, André. Donc, on vous tiendra au courant. Ça a fait l'objet aussi de différentes questions venant du public. Il y a des gens qui étaient au courant de ça. Donc, j'aime mieux vous dire que c'est à l'heure actuelle là où on est, mais vous ne serez pas privés. Soyez assurés d'avoir les assemblées via un système qui s'en vient. Autre particularité, c'est celui où j'ai rencontré avec les maires M. Jean Boulet, qui est le ministre du Travail, ministre aussi qui représente la région de la Mauricie, donc le 4 septembre dernier. Fait une visite de courtoisie à la TUC. Il est passé rencontrer les gens de West Rock, donc tout relié à la dynamique des emplois, rétention d'emplois. On sait jusqu'à quel point il y a des endroits de pointe à l'heure actuelle où on a certains problèmes au niveau de l'emploi. Également, on a eu des discussions sur les principaux dossiers. Je ne vous en cacherai pas, on en a quelques-uns. Et on va organiser dans les prochaines journées un ordre du jour
Et les 3 maires vont rencontrer le ministre Boulet pour discuter, comme je vous dis, des dossiers prioritaires de l'agglomération de la Tuque. C'était une bonne nouvelle. Je vais terminer sur le COVID. Comme vous le savez, et je n'ai pas l'intention d'en faire un plat, là, mais le COVID, c'est toujours une chose que votre maire et le conseil suivent énormément. Et je ne vous cacherai pas qu'on est un peu inquiet devant la montée possible d'une deuxième vague. Je pense que vous suivez, comme je vous le dis, les médias. Lorsqu'on se fait dire que le virus est vraiment là, il y a toujours de la contamination communautaire. Ça se propage dans nos milieux de vie, dans nos milieux de soins, dans nos milieux de travail. Alors, il ne faut surtout pas relâcher. On a vu dernièrement que le gouvernement va y aller avec un système de couleurs, 4 couleurs. Alors, si une région, bien sûr, est placée en vert, c'est qu'il n'y a pas de problème, mais si une région est placée en préalerte jaune, ben, il va y avoir plus d'inspection de la santé publique. Les gens seront davantage invités à se faire tester. Jaune, il va y avoir des interventions, je le dis, il va y avoir des inspections et les gens vont être davantage invités à se faire tester. Également, lorsqu'on va passer au mode orange, on n'est pas rendu là, mais il y a des endroits, là, je pense juste au Bas-Saint-Laurent, qui n'avaient pratiquement pas de cas, mais qui vivent des éclosions qu'on appelle. Alors, en mode orange, on signale la mise en place de restrictions les plus sélectives possibles. Donc, le nombre de personnes permises lors de rassemblements à la maison ou dans des rassemblements extérieurs, pour ne pas dire en public. Donc, ça sera réduit. On va revenir à du pré-confinement. Et au palier rouge, les déplacements interrégionaux pourraient être limités et des commerces pourraient être fermés encore une fois. Alors, j'espère qu'on n'aura pas à traverser ces différentes couleurs. Du moins, on ne voudra pas que ce soit contraignant. Déjà, on vit des mesures de contraignement, mais je voudrais surtout pas qu'on revienne à du confinement généralisé. Alors, ce n'est pas toujours évident de trouver le juste équilibre entre l'économie et la santé. Moi, je ne vous cacherai pas de mon côté, la santé prime. Je rappelle qu'on a 4 centres où on a des personnes âgées. Il faut protéger ces centres-là. On en parle régulièrement entre nous. Alors, il faut protéger aussi l'ensemble de la population. C'est peut-être moins dangereux pour les jeunes étudiants dans les écoles, mais il ne faut pas minimiser les risques. Et je le répète, il ne faut pas minimiser à l'heure actuelle les mesures sanitaires, dont le lavage des mains et bien sûr le port du masque. Je vous avoue que je dois faire des félicitations encore une fois à la population de la Tuque. On se sent très appuyé. Je n'ai pas besoin de répéter le message ou d'aller dans des mesures plus contraignantes. On a une population qui est disciplinée. Vous connaissez les risques que ça peut comporter. Donc, je pense que vous faites de l'excellent travail. Je n'ai pas vu personne, moi. Je n'ai pas eu aucune plainte. Également, contre le port du masque, des choses qu'on a vues ailleurs. Alors, je pense qu'on a un bon modèle, je pense qu'on a un bon leadership, je pense qu'on a des bons suivis. J'ai un bon comité aussi, en présence du directeur général et de ses gens. Donc, il faut continuer à suivre, bien sûr, les mesures sanitaires. Et comme je vous dis, on se croise les doigts, mais aussi c'est avec l'apport et la participation de la population qu'on va passer à travers ce virus-là. Donc, il faut être patient. Je répète, il faut être patient, mais ne pas devenir le patient de ce virus-là. Alors, ça complète les interventions du président. On va aller avec les commentaires des membres. Vu que je t'oublie souvent, ce soir, je t'ai dans le visage. M. Chagnon. Non, je n'ai pas de commentaire, M. le maire, pour tout de suite. C'est bien. Alors, M. Martel. Aucun commentaire. Pas de commentaire également, là? Aucun commentaire. M. Bernier, pas de commentaire. M. Duchesneau. Non plus, merci. C'est beau. M. Mercure et M. Sylvain. Aucun commentaire. Alors, sur l'Assemblée de l'Agglo, est-ce qu'il y a des questions des médias? Le train nous paye la traite ce soir. Oui, dans l'Assemblée, dans quelques minutes de Ville de la Tuque. J'aurais quand même aimé entendre vos collègues de la
l'agglomération, M. Bernier, M. Sylvain, sur le... On va laisser passer le train, puis je vous invite à poser vos questions. Moi, ce que je peux... Venu répondre après les commentaires à l'Assemblée publique? On peut le faire tout de suite, là. OK, allez-y. Moi, ça fait une quinzaine d'années que je siège au conseil d'agglomération. Ma position et la position du conseil municipal de Lac-Édouard a toujours été une position de collaboration avec la ville-centre. On est unis par obligation géographique. Moi, j'ai toujours dit que Latuc, Lac-Édouard et la Bostonnais, on vit à peu près les mêmes problèmes dû à notre situation géographique. Donc, quand il se produit quelque chose de positif à la Bostonnais ou à Latuc, Lac-Édouard en profite et vice-versa. Donc, nous, on n'a pas à s'ingérer dans le processus qui est en cours, là. C'est aux autorités à clarifier la situation. Nous, tant que les choses sont en place, mais on continue à travailler avec le maire actuel et le conseil de Ville-Latuc actuel. Je confirme, j'ai la même opinion. La chose est que cette partie-là appartient du côté de Latuc. Présentement, en tant que maire de l'agglomération, ce que je peux dire par contre, c'est que dans les 3 dernières années, on nous a reconnus beaucoup plus que jamais avant. Si je vous disais qu'en 2006, les maires, en attendant la réunion d'Aide-l'eau, attendaient dehors. Maintenant, on est considéré à notre juste valeur. Ça a été amené en grande partie par M. Tremblay. Donc, je ne discuterai pas là, de sa éligibilité ou non. Ça se fera par avocat interposé, et puis c'est le conseil qui décidera qu'est-ce qu'ils veulent faire ou non. Merci. Avez-vous peur que ça nuise au dossier de l'agglomération? Pas du tout. Non, je ne pense pas, parce que les 3 maires, on est assez forts ensemble. Est-ce que ça va nuire sur la crédibilité? Ça sera aux gens qui seront interpellés de décider, mais je ne croirais pas, parce que notre force, c'est qu'on est ensemble en tout temps. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il a été dit par le directeur général des élections qu'il n'y a rien eu de malhonnête là-dedans. Alors donc, c'est pas une question de malhonnêteté, là, tu sais, c'est pas une fraude, etc. Donc, c'est pas un dossier de ce type-là, là, présentement. Là. Ça va? M. Scarpino? M. Mercier? Ça va? Alors, la parole est au public en ce qui a trait à l'Assemblée de l'agglomération. Pas de questions? Alors, levée de l'Assemblée à 19h25. On reprend dans 3-4 minutes avec l'Assemblée de Ville de Latuc. Alors, si vous avez à vous déplacer, vous portez votre masque, s'il vous plaît. Alors, on reprend dans 5 minutes.